Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois dans cet épisode Laurent de la Clergerie, fondateur de LDLC, enseigne de vente de matériel informatique, cotée en bourse avec plus de 1000 salariés et 80 boutiques. Laurent est aussi connu pour la promotion de la semaine de 4 jours qu'il a mis en place dans son entreprise. Il en a d'ailleurs écrit un livre. Nous revenons sur les bénéfices et bienfaits de la semaine de 4 jours chez LDLC, mais aussi sur sa recette pour allier performance et management bienveillant, avec la qualité de service et le bien-être au travail. Belle écoute! Bonjour Laurent. Bonjour Simonie. Ravi de t'accueillir sur mon podcast Connecting Leaders. Surtout qu'on enregistre en studio à Lyon, donc hyper honoré de ta venue. C'est un plaisir, une occasion de plus de parler de la semaine de 4 jours, un sujet qui, comme tu le sais, me tient à cœur. Pour commencer, pourrais-tu te présenter sous l'angle que tu souhaites? Alors, Sébastien Laurent de la Clergerie, je suis fondateur de LDLC que j'ai créé en 1996. Père de famille, 2 enfants qui font l'école à la maison, pour dire que je suis jamais tout à fait dans les standards. Passionné par l'entrepreneuriat depuis le départ. J'avais écrit dans une rédaction que je le ferais, en 5e, que je serais entrepreneur plus tard. Et puis quand j'ai retrouvé cette rédaction, j'ai vu que ma première ligne, c'était « Depuis que je suis en maternelle, je rêve d'être entrepreneur ». Donc voilà, passionné depuis tout le temps de faire ça. Tes parents l'étaient? Pas du tout. Il n'y a pas d'entrepreneur dans la famille. Non, c'est vraiment, je pense que c'est une époque, je lisais Picsou, c'est l'époque Bernard Tapie, on a la série en ce moment. Oui. Il y a un peu de tout ça, peut-être, qui a germé dans ma tête. Et puis un côté aussi, sortir du cadre, de ne pas avoir de chef, vivre ma vie, qui a toujours été un peu présent en moi, et qui fait que d'ailleurs, derrière, j'ai toujours cherché à être un peu différent, chercher des pistes différentes, pas être différent, mais chercher des pistes différentes de ce que tout le monde veut faire. Out of the box, comme on dit un peu. Exactement. Ouais, c'est vraiment ton truc, quoi. C'est pas un truc que je fais parce que je veux être out of the box, c'est en fait je suis T'aimes comme bien, ça. ouais. D'accord. Je cherche toujours le petit truc pour être différent, pour voir les choses différemment et trouver une solution au problème d'une façon différente. LDLC, dès le début, est-ce que tu avais une idée exacte de ce que tu voulais faire en termes de management, d'organisation? Justement, on va parler de l'entreprise libérée, par exemple. Alors, si tu prends LDLC au départ, en fait, quand j'ai créé la boîte, si tu m'avais dit le jour où je crée, demain tu vas gérer 1000 personnes, j'aurais dit ok, je laisse tomber. D'accord. Pourtant, je le fais aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais en fait, j'étais vraiment dans l'optique de faire un truc pour m'éclater. C'est-à-dire que, ok, entrepreneur, ok, créer ma boîte, mais en gros, la bande d'amis qui va créer son truc et se développer. Donc, le côté entreprise libérée, c'est pas l'entreprise libérée pour l'entreprise libérée, c'est en fait la façon dont je voulais que ma boîte soit gérée. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai géré LDLC les 10 premières années sans le savoir. D'accord. C'est-à-dire que pendant 10 ans, quand on est passé de 0 à 300 personnes et de 0 à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, pendant ces 10 ans-là, on était une bande d'amis, même si on était 300, qui gérions une boîte sans se poser de questions. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de comité de direction, pas de salle de réunion, pas de salaire différent de chef. On était à 80-90%, c'était notre premier job. Vraiment le truc qui tournait comme ça, sans se poser de questions. Et c'est plus tard, quand je me suis intéressé au modèle entreprise libérée, que je me suis dit, mais en fait, tu l'as déjà fait. Pendant les 10 premières années de la boîte, tu étais quasiment dans une entreprise libérée sur les 3/4 des critères, c'est-à-dire... Aujourd'hui, moi, j'ai revu mes critères d'entreprise libérée par rapport à tout ce qu'on peut lire. Ce que j'ai, pour moi, c'est avant tout confiance qui amène responsabilisation et autonomie des équipes. La notion de hiérarchie, plus ou moins, c'est sûr, pas trop. Je suis pas rentré dans tous ces modèles. Le leader qui accompagne plutôt qu'il ne contrôle. Mais vraiment, la clé est la confiance. Et après, on autonomise, on responsabilise les équipes et on est dans un modèle qu'on peut dire libéré. Je vais revenir sur un point. Tu dis, c'était mon premier job, c'est notre premier job. Comment tu peux scaler de 0 à 150 millions de chiffre d'affaires en faisant pas d'erreurs? Est-ce qu'il y a eu quand même des choses, des erreurs, Oui, bien sûr, il y a eu des erreurs. Et puis d'ailleurs, je m'arrête aux 10 ans parce que justement, il y a eu une grosse erreur à ce moment-là. Où tu as réussi peut-être à bien t'entourer justement de personnes à la bonne place, tu vois, avec les bonnes expertises?
En fait, tu avances, tu fais des erreurs, tu fais des moments... Enfin, mais il n'y a jamais eu l'erreur fatale, quelque part. Oui. Il y a eu des trucs où on aurait pu faire différemment, où on a fait des erreurs stratégiques, où on aurait pu faire encore mieux, parce que justement, on ne savait pas comment faire. Surtout que j'avais ce côté où je voulais pas d'aide de l'extérieur. Encore ce côté J'ai eu libre, quelques clashs avec mon père qui me donnait des conseils. Je lui disais laisse-moi faire mon truc, D'accord. ou qui me disait là t'es complètement fou. Eh ben, on verra bien. C'est pas parce j'avais pas besoin d'aide que je ne lisais pas, que je m'informais pas, que j'écoutais pas. C'est-à-dire que j'étais à l'écoute de ce qui se passe autour. J'étais dans la recherche de ce qui pourrait m'aider à aller plus loin, mais pas dans la recherche du conseil dirigé sur moi qui dit tiens là par rapport à ce que tu as fait c'est ça que tu dois faire. Ça j'aurais pas aimé. Comme je dis aujourd'hui, je suis un peu l'architecte dans la société. Pour être architecte, il faut faire des études d'architecture, il faut connaître une base, il faut avoir appris. Donc ça oui. Par contre, si l'architecte on lui dit tu dessines ta cathédrale comme ça, il dira non, laissez-moi créer. Et ben c'est un petit peu ça en fait le parallèle si on veut le voir quelque part. Donc oui, il y avait cette notion, et oui, il y a eu des erreurs sur ces 10 premières années, dont une grosse erreur, et c'est pour ça que je me suis arrêté à 10 ans. Parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on a changé de modèle, c'est-à-dire que ce modèle entreprise libérée, on l'a abandonné. On ne savait pas ce que c'était, mais globalement, ce qui s'est passé au bout de 10 ans, c'est qu'on a changé le logiciel logistique, on a changé de bâtiment, on a tout changé, et ça s'est très très mal passé. La boîte a failli couler, très concrètement. On va juste rappeler ce que fait peut-être DLC, parce qu'on l'a pas dit. On n'en a même pas parlé. Ouais. Dans la présentation, on est allé trop vite dans la suite et on a zappé. Alors LDLC, ce que j'ai créé aujourd'hui, c'est un vendeur de matériel informatique sur Internet, leader en France sur ce marché. On vend tout ce que vous pouvez trouver, informatique, produits techniques, télé, téléphone, etc. Et depuis quelques années, en plus, enfin une dizaine d'années, une centaine de boutiques ont été ouvertes en plus, donc on est aussi venu dans le retail à côté. Et voilà le métier principal, avec des petits métiers annexes, des projets internes de gens qui se sont lancés. On a par exemple l'Armoire de bébé qui vend de la puériculture. Rien à voir avec notre métier, mais c'était un projet interne. D'accord. Anicop qui fait de la gestion de tickets restaurants. D'accord. Pareil, le projet d'un salarié qui s'est lancé, qu'on a accompagné dans ce projet. DLP Connect qui fait de l'électricité. Ça a été lié à la croissance très rapide des premières années où on avait besoin d'électriciens tout le temps. On a créé le nôtre. Donc voilà, il y a des petits projets autour qui se sont développés. Mais le cœur de métier, 95%, c'est ce métier de vente de produits informatiques sur le web. J'avais entendu un podcast où tu parlais justement des managers au début. Tu voulais pas qu'il y ait de managers trop micromanagement. Tu voulais qu'il soit plus qu'il n'y ait même pas de ligne managériale quasiment. En fait, si tu reprends ce que je te disais, donc on a eu ces 10 premières années mode un peu entreprise libérée, on se posait pas de questions. Puis on a eu ces 10 années hyper structurées suite à cet accident logistique parce qu'en fait, on s'est dit, on a joué pendant 10 ans un peu au fou dans notre coin, mais là, on peut plus jouer. On est une grosse boîte, il faut qu'on structure. Et surtout, il faut qu'on fasse appel à l'aide extérieure. Donc on a recruté des gens qui avaient un peu d'expérience dans des boîtes qui avaient 5, 10, 20 ans d'expérience. Et puis quand ils sont arrivés dans cette structure qu'ils ont vue complètement déconstruite, d'accord, forcément ils ont structuré. Et la boîte a vécu 10 ans comme ça s'est pas mal passé. On est passé de 150 millions à 350 millions de chiffre d'affaires. On est devenu beaucoup plus nombreux, plus de 1000 à l'époque. Un peu moins parce qu'on n'avait pas encore les filiales qu'on avait rachetées, mais il y a eu ce côté structuré. Et effectivement, et c'est là que, par rapport à ta question, on va atterrir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai lu un livre d'Alexandre Girard sur l'entreprise libérée et qui m'a reprojeté en arrière et qui m'a fait dire, OK, t'as abandonné ce modèle, mais ce modèle, c'était toi. Et aujourd'hui, t'es dans une entreprise normale, structurée, comme il y a partout, mais c'est pas toi. Donc, tu ne vas pas continuer comme ça. Et effectivement, à partir de là, j'ai repositionné des choses comme le manager, c'est pas un contrôlant, c'est quelqu'un qui va accompagner ses équipes, c'est quelqu'un qui va les amener à grandir et qui n'est pas là pour juste les juger, mais au contraire les faire grandir. À faire grandir, ouais. Le manager coach, justement, cette posture de... Exactement. Ouais. Mais c'est ce que je me suis dit, ce que j'étais à des moments, parce qu'en fait, quand je regarde mon job, je me dis, mais t'es plus un coach qu'un manager à des moments. Bon, effectivement, il y a une direction, il y a des choses que tu donnes, mais dans le quotidien avec les équipes, ça ressemble plus à ça des fois. D'accord. J'ai vu aussi que tu avais lancé un jour une opération fermeture des salles de réunion pendant 3 mois. Oui. Alors ça... Tu peux nous en parler ? Enfin, c'était quand ? C'était quoi l'idée ? Ça, c'est aussi un exemple qui fait que je dis qu'on n'est pas une entreprise libérée. Parce qu'une entreprise libérée, tu prends pas de décision unilatérale. Et typiquement, ce genre de décision, je l'ai pris de façon totalement unilatérale. L'histoire, elle est toute bête. Il y a des réunions de partout. On a 2 énormes salles de réunion qui sont vitrées au-dessus de notre machine à café. Et à chaque fois, je les voyais, il y avait 25, 30 personnes dedans dans chaque salle. Et je me disais, toute cette énergie qui est perdue, parce que nécessairement, ils sont pas tous en train de bosser et il y en a trop. Mais ça vient aussi de ce côté, on veut faire du collectif, donc on met 10 personnes, 15, 20, parce qu'il y en a toujours un qui se dit, mais si j'aurais peut-être donné une idée, etc.
Et je vois le truc, je me dis, mais on perd une énergie de dingue. Et puis un jour, j'ai un bureau et à côté, il y a une toute petite salle de réunion qui peut contenir 2-3 personnes. Et j'entends, on a un fournisseur qui est là, qui est en train de négocier ses budgets marketing avec mes équipes. Et puis je me dis, waouh, il est en train de leur passer un maximum de trucs pour un minimum de coûts, on est en train de se faire avoir. Donc je me lève à midi pour aller manger, je passe une tête dans la réunion et je leur dis, les gars, laissez-vous pas avoir. En plus, je les connais, donc... Et là, je vois qu'en fait, en face de lui, il n'a pas 2 personnes comme j'imaginais, mais qu'il y en a 7. Et je me dis, mais on est devenu fou. Non seulement, bon, on va pas parler du budget où j'ai 7 personnes qui sont en train de négocier, donc on va pas parler de coût horaire, de ce que ça coûte par rapport au budget qu'ils négociaient, qui était rien du tout, où je me dis, là, j'ai déjà perdu le budget. Mais au-delà de ça, je me dis, on est devenu complètement fou. C'est-à-dire que plutôt que de faire des micro-réunions, justement, on se met à 7 sur un tout petit sujet parce qu'on veut oublier personne. Et en fait, ça m'agace. Et le lendemain matin, j'arrive au bureau et jeudi, j'envoie un message en réseau interne en disant, les salles de réunion sont fermées pour 3 mois. Autant dire, comme c'est pas préparé, annoncé, que c'est un choc total dans la boîte, qu'on me prend pour un fou, qu'on vient me voir en disant, mais Laurent, on travaille comment? Parce que ton idée, elle est géniale. Mais maintenant, voilà. Nous, on est incapable de travailler dans ces conditions. On a des rendez-vous avec les fournisseurs, avec les clients, on a besoin de formation et de salles pour nos formations. Bref, on a besoin de salles pour des réunions. Et je leur dis, c'est simple. Vous avez la machine à café, vous avez le réfectoire, vous avez votre bureau, quelqu'un peut s'asseoir en face, et vous allez travailler comme ça. Et vous allez vous débrouiller comme ça. Et on fait ça au siège, mais aussi dans tous les bâtiments qu'on a. C'est-à-dire que toutes les salles de réunion de l'entreprise sont fermées. Pendant 15 jours, 3 semaines, c'est le bordel. On n'y croit pas, on revient me voir, on revient à la charge en me disant, mais Laurent, j'ai tel truc, c'est pas possible, il me faut une salle. Je dis, non, c'est fermé. Hyper stressant, non? Pendant 3 semaines, je pense que c'est stressant. Et puis, les gens se résolvent à ce qui se passe. Ou cherchent des solutions peut-être. Reste dans le modèle. Créatif. Et oui, c'est ce qui va se passer. Il y a des réunions qui vont se passer au réfectoire autour d'une table avant midi et 2. Ouais. Il y a des réunions qui vont se passer à la machine à café. Ils vont faire des réunions dans leur bureau au lieu de les faire à 10. Et puis, ils rentrent dans ce rythme et ça dure 3 mois. Et au bout de 3 mois, la question, il y a les services généraux qui viennent nous voir et qui me font, est-ce qu'on rouvre les salles de réunion? Parce que plus personne n'en a besoin. Parce qu'en fait, on a pris le rythme. Et on a condamné définitivement les 2 grosses salles qui permettaient d'accueillir 25 à 30 personnes. On a rouvert les salles qui allaient jusqu'à 4 personnes. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, ça tourne. La réflexion m'était aussi venue du tout début de la boîte, des premières années. Parce qu'en fait, j'avais réalisé qu'à l'époque où on était 300, on n'avait pas de salle de réunion. Du tout? Au tout début, non. Mais comment vous faisiez? En fait, on ne faisait pas de réunion. On faisait exactement ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on refait aujourd'hui, c'est-à-dire de la micro-réunion à droite à gauche quand on a besoin de se voir. Moi, mon bureau, on me demande toujours où est-ce que je fais mes réunions. C'est un coin de table, c'est ça? C'est une au table, café, exactement, ouais, posée au café. Tout le monde sait que c'est un peu ma table. Il y a 2 sièges en face et voilà comment se passent les réunions. De la même façon, on est 1000, on n'a pas de comité de direction et on n'a pas un comité de direction mensuel, trimestriel, même pas annuel. Et pourtant, la boîte tourne. Et on me demande pareil, mais comment vous prenez des décisions, comment vous vous mettez ensemble? En fait, les 3, 4 directeurs qui ont besoin d'un moment d'avancer sur un sujet vont se mettre ensemble, on va discuter à la machine à café, la plupart du temps. Et puis, on va avancer sur le sujet. Et puis, s'il y a besoin d'en intégrer un autre, ça va se faire par capillarité. D'accord. Mais pas nécessairement en mettant tout le monde autour de la table. La confidentialité, comment vous gérez? Confidentialité, il y en a. Après, il ne faut pas être obsessionnel avec. C'est-à-dire qu'on est coté en bourse, donc il y a un minimum de confidentialité nécessaire. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire aux équipes, mais c'est un minimum. Et en réalité, les chiffres, tout ça, ils ont besoin de savoir. Il n'y a pas de confidentialité. Et typiquement, quand je parle à la machine à café, si quelqu'un tend l'oreille, il entendra. Après, s'il y a un moment quelqu'un qui est à côté, j'éviterai la phrase à ce moment-là. Je sais pas, vraiment les sujets RH, t'es obligé d'être dans un endroit fermé, non? Enfin, je t'ai dit, il y a quand même aujourd'hui des salles de réunion de 2-3 personnes. Ok, ouais, quand même. C'est-à-dire que tu peux quand même t'isoler avec quelqu'un. On a des coachs internes pour l'accompagnement, qu'on a eu des managers, c'est pareil. Ils ont une salle pour coacher les personnes, ils sont à 2 dedans et ils sont tranquilles. D'accord. Aujourd'hui, c'est revenu ces petites salles pour s'isoler à 2 ou 3. Mais tu peux plus faire des trucs géants. Et donc, la semaine de 4 jours, comment ça t'est venu? C'est quoi les résultats escomptés? Donc, je t'ai dit, il y a eu 2 premières phases. Une première phase, on était une entreprise libérale, on ne le savait pas. Une deuxième phase, on est devenu structuré pour faire voler la boîte. Et puis une troisième phase où je me suis dit, il faut que je change tout, il faut qu'on redevienne une boîte qui a mon état d'esprit, qui était un petit peu plus celui du début. C'est quoi ton état d'esprit, justement? Comment tu te C'est de m'amuser. À une époque, je n'osais pas le dire à des journalistes. Je leur disais, ne l'écrivez pas dans votre papier. Maintenant, tu l'assumes un peu plus, peut-être? Non, en fait, je disais, moi, je joue. Je gère pas la boîte, je joue. Alors, je joue pas avec... En fait, ce que je voulais pas qu'ils écrivent, c'est je joue avec les gens. Non, je joue pas avec les gens, je suis responsable de tout ce qui se passe. Mais en fait, je suis pas en train de travailler.
Je suis en train de... c'est la notion de plaisir peut-être, de se dire, c'est ça. voilà, Je suis en train j'ai ma boîte et de développer une boîte, exactement comme certains vont jouer à un jeu, essayer d'aller le plus loin possible. Bah, moi, c'est ce que j'essaye de faire et développer ça le plus loin possible. Mais en m'amusant avec les autres. Le but n'est pas d'avoir un jeu où je suis moi à m'éclater dans mon bureau, le geek fermé dans son bureau. Non, j'ai envie que tout le monde en profite. Et justement, quand on était trop structuré, j'avais le sentiment qu'il y avait de la politique, que c'était trop rigide. Ouais, trop rigide. Et puis avec les choses qu'on dit pas, les choses qui se cachent, enfin... très politique. Il y avait vraiment de ça. Ça, et je voulais... C'est tout ce que t'aimes pas. Ah, vraiment. Et je voulais casser tout ça. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai fait à l'époque, on venait de racheter un concurrent. On était passé du coup de 350 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on venait d'annoncer en bourse que dans 5 ans, on ferait 1 milliard de chiffre d'affaires. 6 mois plus tard, je suis revenu vers les équipes, justement, dans ce moment où j'ai décidé de tout changer en disant j'ai fait une énorme connerie. Je viens d'annoncer en bourse que dans 5 ans, on ferait 1 milliard de chiffre d'affaires. Et j'ai mis en gros en avant le fait qu'on allait grossir et que c'était la politique de la boîte d'aller le plus loin possible. Eh bien, je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter de parler chiffres. Dorénavant, ma priorité, c'est votre bien-être. Et on va s'occuper de ça avant toute chose. Et parce que je suis pas complètement bête et que j'ai pas arrêté mon ambition. Non plus, voilà. Parce que vous vous sentirez bien, un jour on fera ce milliard d'euros de chiffre d'affaires, j'ai pas de souci pour ça. Mais c'est pas la priorité, on va mettre les choses dans le bon ordre. Oui. Et à compter de ce jour-là, j'ai tout fait pour aller dans le bon sens. Je vais être franc, le jour où j'ai dit ça aux équipes, ils m'ont regardé en disant « Laurent, mais tu vois pas la boîte dans laquelle tu es, tu peux pas tout changer. Ça va pas se passer comme ça. C'est pas simple. » Et même si certains étaient là des 10 premières années, ils me disaient « Mais tu retrouveras jamais ça, c'est plus possible. » Mais moi, c'était le truc que j'avais en tête de dire « J'y arriverai. Ça prendra du temps, ça va pas se faire en 6 mois. » Et à partir de là, j'ai vraiment bossé là-dessus. C'est-à-dire que ça a été l'ambition. Changement de position des managers, formation de 3 coachs en interne pour accompagner les managers dans ce changement de position. Les salles de réunion, ça faisait un petit peu partie de ça pour arrêter ces réunions où tout le monde se réunit et pense à plein de choses. C'est pas qu'ils pensent, c'est que... l'énergie un peu l'énergie, perdue. Ce sentiment que tout le monde doit toujours tout savoir, etc. Alors qu'en fait, il faut juste que ça se transmette bien. Plus de primes. C'est-à-dire qu'en 2 ans, puisque pour les commerciaux, c'était un peu plus compliqué, on a d'abord supprimé toutes les primes qui existaient dans la boîte qui n'étaient pas des primes commerciales et on les a intégrées au salaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit l'argent, on le garde. Non. Donc plus de variables, hormis pour les commerciaux. Et l'année d'après, plus de primes, même pour les commerciaux, où on a intégré, on les a tous passés au fixe. Et de la même façon, on n'a pas supprimé les primes. La masse salariale des commerciaux n'a pas bougé. Les primes ont été intégrées au salaire de chaque commerciaux. Et tout ça dans un souci de dire, on travaille tous pour la même chose. Et s'il doit y avoir un résultat à la fin, quelque chose à participer, ce sera la participation parce qu'on a fait un super résultat. Mais ce ne sera pas des personnes parce qu'à un moment, elles ont eu ou la bonne affaire ou une prime parce que sur un jugement qui est parfois subjectif ou autre. Donc, il y a eu tout ça qui a été mis en place. Ça a été bien reçu par les commerciaux? Alors, autant la première année, ça a été plutôt facile à mettre en place, autant pour les commerciaux, ça a été un peu compliqué. Et certains m'ont dit, je vais partir. Au final, ils ne sont pas partis. Mais oui, c'est un sujet qui est délicat. Et je me rappelle très bien du jour où, en fait, pour le mettre en place, ils redéfinissaient une énième fois leur plan de l'année qui allait venir. Ils avaient défini 2 plans et j'avais demandé à être invité aux réunions. Et quand ils ont défini les 2 plans, j'ai dit, est-ce que je peux en proposer un 3e? Ils m'ont dit, oui, bien sûr, Laurent, tu proposes ce que tu veux. C'est très simple. Ça va se résumer à une chose, on passe au fixe. Et je regrette vraiment ce jour-là de ne pas avoir une caméra qui les filmait. Parce que pendant 10 secondes, j'étais au pôle Nord. Je les avais frisés sur place. D'accord. Ils m'ont regardé genre, Laurent, tu sais qui on est? Ouais. Et puis, il y en a un qui a pris la parole et qui m'a dit, mais Laurent, on est des commerciaux, on travaille à la prime. Et j'aurais dit, justement, je vais vous expliquer pourquoi je pense que vous devez travailler sans prime. Et puis, j'ai passé 1 heure à leur expliquer quels étaient mes arguments pour qu'on enlève les primes. On n'a pas décidé ce jour-là, ils sont rentrés chez eux. Puis, on s'est revus une semaine après, on s'est mis d'accord pour le fait qu'on partirait en supprimant les primes. Mais oui, ça a été un sujet pas simple et pas tout de suite accepté par l'ensemble des équipes. Il aura fallu un petit peu de temps pour celui-là. Après, on a fait d'autres choses. On a augmenté le salaire minimum, c'est-à-dire qu'on était à SMIC, puis à SMIC plus 5% de salaire minimum, puis SMIC plus 15%. Donc ça aussi pour que les gens se sentent mieux. On avait par convention collective 12 mois et demi, on est passé à 13 mois. Il y a eu des choses comme ça. Vraiment, la volonté était que les gens se sentent le mieux possible. Et puis un jour, en surfant sur mon PC, je tombe sur un article, c'était en novembre 2019, qui dit « Microsoft a testé la semaine de 4 jours au Japon. Pendant 1 mois, durant le mois d'août. Ils ont eu 40% d'efficacité en plus, des économies de papier, enfin plein de choses. Mais ils ont arrêté, malgré tout ce qui était génial. J'ai même relu l'article il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas vu la dernière phrase qui en plus dit « Ils le referont peut-être l'année prochaine, mais les gens seront obligés de poser leur jour. » Donc n'importe qui lit cet article, normalement, le ferme et passe à autre chose parce qu'il ne s'est rien passé derrière. Et moi, à ce moment-là, je me dis « Mais c'est marrant, j'ai jamais pensé à la semaine de 4 jours. »
Et ça ferait quoi si on travaillait 4 jours? Est-ce que la boîte pourrait le supporter? Et là, je suis parti en raisonnement, je suis ingénieur de formation et là, ça a joué, en mode, on simule. Donc, on travaille 4 jours. 4 jours, 35 heures, 8h45 par jour, c'est trop long. Les équipes accepteront pas. Parce que dans ma tête, c'était si je le fais, tout le monde doit accepter. Donc, si 8h45, ils acceptent pas, 7 heures, ça fait pas assez, on coupe la poire en deux à 8 heures, sachant qu'en plus 8 heures, on l'a déjà vécu, c'était les 40 heures, ça doit passer. Seulement 8 heures par jour, ça fait 32 heures. Donc, question suivante que je me suis posée très logiquement, c'est qu'est-ce que je fais des salaires? Et toujours pareil, je suis dans une optique que l'intégralité des équipes acceptent. Donc, la question se pose pas en vrai. Je dois maintenir les salaires. Et donc, vient très logiquement une dernière question pour moi, qui est combien ça coûte? Là, à ce moment-là, je rentre dans un raisonnement global des différents métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que quand je pense relations clients et boutique, par exemple, c'est des temps d'ouverture. Les gens vont pas travailler plus en moins de temps. C'est un temps d'ouverture, c'est pas une quantité de travail fournie. Donc là, forcément, si je perds 9% d'heures, il faut que je compense ces 9% d'heures. Donc je dois embaucher. Logistique, pareil. C'est un métier pénible. On fait en gros 30 colis à l'heure. On va pas en faire 33 sous prétexte qu'il y a une journée de moins. Donc, il me manque 9% de colis à la fin, donc j'en déduis que là aussi, je vais devoir recruter 9% de personnes. Et puis après, je pense au bureau. Et là, dans les bureaux, inversement, je me dis, le vendredi après-midi, il fout de rien. Ça te fait sourire parce que c'est pas totalement faux. On a un peu la tête dans le week-end, mais bon, voilà, s'il y a du boulot, il faut le faire, quoi. Non, mais en gros, quand je dis ça, c'est en gros, ils bossent 1 heure sur 2. Et donc, je perds pas la totalité des heures. Puis si je rajoute toutes les heures qui passent à faire leurs courses pour Noël, à préparer les vacances, à être sur 2-3 trucs, parce qu'avec un accès Internet, on fait beaucoup de choses perso, en réalité au bureau, on n'est pas dupe. On doit arriver à retrouver à peu près les heures et je me dis que sur les 3 que je perds, j'en perds qu'une en vrai. Et du coup, sur une cote mal taillée, je me dis, si tu mets la mesure en place, elle va te coûter entre 5 et 6% de la masse salariale. Et pas 9%, puisque dans les bureaux, je devrais perdre un peu moins. Et là, la question, c'est 5-6% de ma masse salariale, à l'époque, ça représente 1,5 million. Mon dernier résultat EBITDA, c'est 10 millions. Donc, c'est dire, OK, je sacrifie 1,5 million pour passer aux 4 jours. Et je me dis, OK, j'y vais. Et puis, je verrai bien ce que ça fait en vrai. Et c'est comme ça que je prends la décision d'aller aux 4 jours. En me disant, ça va faire du bien aux équipes. Et puis, le pire que ça me coûtera, c'est 1,5 million et je suis prêt à le payer. C'est là que par rapport à d'autres, aujourd'hui, je me rends compte, j'ai été un petit peu différent puisqu'en fait, j'ai accepté de payer pour voir. Et donc, je l'ai fait. Alors, on est en novembre 2019. Parce que tout ça, j'ai mis 72 heures à le décider. 72 heures? Ouais. D'accord. Mais je suis allé voir mon frère. Oui, voilà ce que j'allais dire. Voilà, c'est que je suis allé voir mon frère avec qui je travaille, ouais. qui a validé avec moi la décision. Et après, je ne l'ai dit à personne d'autre dans la boîte. Et ton frère a réagi comment? Il a mis une demi-heure à être convaincu sur mes arguments. Okay. Il a un peu le même état d'esprit de côté bien-être et autres. Et on n'est pas à calculer à l'euro près. Après, il faut savoir qu'on est en bourse et que quelque part, quand je disais je sacrifie 15% de mon EBITDA pour mettre en place la valeur, je dévalorise l'action en bourse de 15%. Plus, oui. Sur le papier, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas le sujet pour moi. C'est pas la valeur, même si un actionnaire m'aurait dit sur le coup, tu es complètement fou. Vous êtes majoritaire? On est majoritaire. Donc, c'est-à-dire que je peux pas être bloqué derrière. Ouais, voilà, il y a de ça aussi. Et du coup, on attend mars 2020 pour l'annoncer. Bon, mars 2020, elles sont reportées en juin, donc on attend juin pour l'annoncer. Et juin, je me rappellerai toujours de cette réunion où on fait la réunion des négociations annuelles obligatoires de façon totalement normale. On clôture la réunion, on est d'accord avec les syndicats. Et là, je dis, il n'y a plus de questions. Non, moi, j'ai une question à vous poser. Et je leur dis, est-ce que vous seriez d'accord pour signer un accord 4 jours, 32 heures? Et ils me regardent genre, mais qu'est-ce qu'il nous dit? De quoi il parle? Surtout qu'à l'époque, c'est un non-sujet. Enfin, aujourd'hui, on entend parler de la scène de 4 jours. À l'époque, personne n'en parle. À l'époque, c'est le Covid. Toi, tu sors ça, ouais. Ils me regardent. Et alors, j'ai eu 2 questions instantanément. La première, c'était, mais les salaires? Ouais. Je dis, on les maintient. Et la deuxième, c'était, et on teste combien de temps? Et je leur ai dit, c'est pas un test. C'est définitif. Et on ne reviendra en arrière que si vous me suppliez. C'est-à-dire que j'ai fait mon estimation, j'ai calculé mon truc. Pour être totalement transparent, je m'étais posé une question. C'était, et si demain la boîte perd de l'argent, qu'est-ce que je fais? Et je m'étais dit, si jamais on perd de l'argent et que je leur dis pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, on doit repasser à la semaine de 5 jours pour passer le cap, je suis à peu près sûr qu'ils me diront pas non. Donc, je prends ce risque, je l'intègre dans ma tête. Et donc, on y va. Enfin, on y va. Il va falloir 6 mois pour préparer le sujet parce qu'il faut revoir tout. Enfin, déjà, au moment où on sort de la réunion, comme je l'ai dit à personne, ça va très vite. Et là, il y a un petit peu de panique quand même chez certains. Parce que autant, on va dire, 80% des gens sont super contents de la nouvelle, autant il y en a 15-20% qui se disent « mais c'est pas possible. C'est complètement fou ce qu'il vient de dire.
Ça ne marchera jamais et on ne peut pas fonctionner comme ça. Et il y a 3 raisons principales. La première, c'est les plannings. On n'arrivera jamais à faire tourner la relation client sur un planning de 4 jours avec les équipes. La deuxième, c'est Laurent, je travaille largement plus de 35-40 heures par semaine et j'y arrive pas. Alors en 4 jours, j'espère que tu as prévu que moi je travaillerai toujours 5 jours. Ouais. Et puis une dernière qui montre que malgré tout le travail qu'on avait sur le côté manager, accompagnant, il y avait toujours un peu de travail à faire qui était mais Laurent, le jour où je serai pas là, ils vont rien faire. D'accord. Et ça, c'était les 3 craintes principales. Et j'ai dit à tout le monde, écoutez, on va y aller, on va faire le nécessaire pour y aller et puis on verra. Et tu n'avais pas de crainte là-dessus? Tu t'es pas dit, OK, ils vont peut-être moins bosser et je sais pas, ça va se ressentir dans la performance des gens, performance de la boîte? Ce que tu dis, c'est le premier réflexe de tout le monde. C'est ça, voilà. Tu vas attirer les flemmards, les gens vont moins bosser, tu rentres dans... Mais, c'est des craintes... Mais ça, là, tu parles des 2% qui bossent pas dans toutes les boîtes. Et c'est toujours les mêmes, on les connaît. Et c'est pas parce que tu passes à 4 jours qu'ils vont bosser plus. Peut-être qu'ils vont bosser plus, mais en tout cas, ils bosseront pas moins. Oui. Et en fait, faut pas se cristalliser. Souvent, on prend des décisions dans les boîtes uniquement sur la base de ces 1, 2, 3% qui font des erreurs. Je prends un truc bête. On met des normes sur les notes de frais, puis il faut pas dépasser telle somme parce qu'il y en a un jour qui va abuser. On va rappeler à tout le monde, attention, faut pas abuser. Oui, mais en fait, personne n'a jamais abusé. Mais parce que lui, il a abusé, on rappelle à tout le monde qu'il ne faut pas le faire. Et j'ai tendance à dire souvent, on enferme les gens dans une prison dont ils ne seraient jamais sortis. Mais du fait qu'on ait mis des murs, parce qu'on leur rappelle toujours qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, et qu'ils ne l'auraient jamais fait, eh ben, ils ont le sentiment d'être emprisonnés parce que d'un coup, il n'y a plus la fenêtre. Et il n'y a plus la possibilité de regarder à l'extérieur, même si je ne le ferai pas. Enfin, j'irai pas à l'extérieur, c'est pas grave. Et ça, parce qu'on réagit toujours par rapport à cette question de se dire, oui, mais il y en a un, il va en profiter. Oui, ok, mais les autres, ils vont pas en profiter, et au contraire, ils vont en bénéficier. Oui. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai. Donc non, franchement, j'avais pas peur. Et puis, j'avais prévu un coup. C'est-à-dire que c'est pareil, dans la démarche, je suis pas arrivé vers les gens en leur disant tu vas devoir travailler plus. Les personnes, parce qu'il y était plusieurs, elles étaient venues me voir en me disant j'y arrive pas en 5 jours, en 4 jours, ce sera pas possible. Je leur ai dit on embauchera et tu délègueras. C'est-à-dire que ce travail que tu n'as plus le temps de faire, tu vas le transposer sur quelqu'un d'autre. Tu vas apprendre à déléguer. Parce que c'est aussi souvent ça, le défaut de quelqu'un qui travaille un peu trop, c'est de prendre à cœur et de pas vouloir déléguer parce que la personne à côté fera moins bien. Je suis parti de 1 à 1000. À chaque fois que j'ai dû déléguer quelque chose ou j'avais une tâche à responsabilité, je me disais, ce sera moins bien fait. Et puis je regardais le truc, je me disais, moi, j'aurais pas fait comme ça. Et puis, ça tourne. Et puis, oui, j'aurais pas fait, mais il a aussi fait d'autres trucs que moi, je faisais pas. Donc, voilà, il faut sortir de ces préjugés du départ. Et donc, on a travaillé sur tout ça. Ça a été plutôt simple. Ça, c'était une surprise parce que j'avais pas anticipé de la même façon la façon dont on allait le faire. Et globalement, aujourd'hui, on est sur un contrat à temps plein 32 heures. On a supprimé les RTT. Les forfaits jours n'ont plus de RTT. Et puis pour que ça fonctionne, parce que quand on a demandé aux équipes quel jour elles voulaient, 60% veulent le vendredi, 20% veulent le mercredi, 10% le lundi, et puis le reste mardi, jeudi. Sauf qu'en fait, on ne peut pas fermer la boîte. On doit fonctionner 5 jours sur 7 dans les bureaux, 6 jours sur 7 en relation client et dans les boutiques. Et donc, ça doit fonctionner sur des plannings. On doit tout refaire. Précise-moi, la semaine de 4 jours, c'est pour tout le monde dans la boîte. C'est pour tout le monde. Toutes les fonctions. Pour moi, c'était nécessaire. Ça ne devait pas être un privilège pour certains. Ouais. Ça devait vraiment... soit tout le monde ou personne. Exactement. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai fait un accord d'entreprise. C'était pour l'imposer à tout le monde. D'accord. Quand je dis qu'on n'est pas une entreprise libérée, voilà. Ok. C'était vraiment pour... Et après, je m'étais dit, on corrigera s'il y a des choses à corriger. Mais dans un premier temps, je veux vraiment tout le monde soit dedans. Donc voilà, on a mis ça. Et donc pour que ça fonctionne, comme tout le monde voulait le vendredi et que ça fonctionne pas, on a fait des binômes. C'est-à-dire qu'ils se sont mis par 2 et qu'une semaine sur 2, ils ont leur vendredi qu'ils voulaient. Et puis une semaine sur 2, un jour de fonctionnement. C'est-à-dire vendredi et mardi, par exemple, et ils alternent entre eux, le vendredi et le mardi. Ce qui permet à la boîte de fonctionner et puis à chacun d'avoir au moins une semaine sur 2 le jour qu'il voulait, plus l'autre semaine, toujours les 4 jours, mais pas nécessairement sur le jour choisi. Et comme ça, on a réussi à refaire tous les plannings, à tout mettre en place. C'est les équipes qui ont fait les plannings, c'est pas les RH. En fait, je suis venu vers eux en leur disant, il n'y a qu'un objectif. Il ne faut pas que de l'extérieur, on se rende compte que vous travaillez 4 jours par semaine. Donc, vous vous organisez dans l'équipe comme vous voulez, mais du moment qu'à la fin, les clients de l'extérieur ne s'en rendent pas compte. Et les clients internes aussi. Il n'y a pas de rupture de service. Exactement. Et chacun a fait ses plannings et au final, chacun a trouvé le planning pour que ça fonctionne. Et c'est amusant d'ailleurs parce qu'on a des équipes commerciales, on en a plusieurs, qui n'ont pas nécessairement la même façon de fonctionner. Il y en a qui ont décidé, par exemple, que tous les mardis, ils seraient toujours là, parce qu'on a aussi du télétravail, mais que le mardi était un jour de présence obligatoire. Il y en a qui ont dit, non, on prend les jours, on répartit les jours sur la semaine, et puis si un jour on a besoin de se réunir, vraiment de façon impérieuse, on sera tous là, et on décalera le jour de celui qu'il faut, et puis il le reprendra, et on récupérera. Mais chacun, a créé un planning pour que ça fonctionne.
Et du coup, c'est pas les mêmes partout. Et il y a eu cette notion de confiance sur ça, qui aussi responsabilise un petit peu les gens et qui... Mais la grosse surprise, c'est qu'au moment où on a lancé ça en janvier 2021, alors que j'avais dit, s'il y a besoin dans les plannings de recruter, faites-le, parce que forcément, je comprends qu'à des moments, il peut y avoir des manques. Faites-le. Et tout le monde a dit, on va y aller comme ça, et on verra de quoi on a besoin après. Et on recrutera en fonction des besoins. Et donc, du coup, on n'a pas recruté. Et on s'est lancé dans la semaine de 4 jours. Pour pallier, tu veux dire, si jamais... Exactement. D'accord. Au moment du lancement, on n'a pas recruté. Et on s'est lancé dans la semaine de 4 jours, le 25 janvier 2021. Et déjà, je me rappelle, un mois plus tard, j'étais assis à mon bureau et je me dis, waouh, c'est quand même impressionnant parce qu'en fait, ça fait un mois qu'on est aux 4 jours et je vois pas la différence. Je me rends pas compte. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait une différence majeure, et ça, on l'a vécu dès le premier jour. C'est que à chaque fois qu'on envoyait un mail en interne, une fois sur 5, tu recevais « je suis off aujourd'hui », nécessairement. Et on les connaissait pas tous, en plus, au départ, les jours de chacun, donc on avait l'impression de sans arrêt recevoir ce mail. Mais ce mail, je me suis rendu compte dans un deuxième temps qu'il était super important, parce qu'il a créé un truc génial. Il a appris à tout le monde que rien n'est urgent. Que ce truc où on est toujours dans l'urgence de devoir répondre dès qu'on reçoit un mail, non, là on va attendre 24 heures, et puis on va attendre 24 heures par respect pour celui qui est en face, mais aussi par respect pour soi-même le jour où ça nous arrivera, parce que si on casse cette dynamique, plus personne va rien respecter. Et comme tout le monde est concerné, tout le monde respecte. C'est pas comme aujourd'hui quand tu as des boîtes où il y a quelques personnes à 80%, on leur écrit le jour où elles sont off, et je dis elles, mais parce que Les c'est personnes. souvent elles. Ouais. Les personnes. Ouais. Et puis on attend une réponse, et puis oh mais merde, elle travaille pas aujourd'hui, et puis voilà. Non, ça s'est cassé. Et ça a enlevé un truc essentiel qui est pour moi le mal du siècle, le stress. Parce que d'un coup, on relativise. On se dit, c'est pas grave, j'attends la réponse 24 heures. Et j'attends pas simplement le week-end comme tout le monde, non, j'apprends à attendre. Et puis après ça, on s'était dit, on va faire une clause de revoyure à 3 mois. À 3 mois, on verra de tout ce qu'on a mis en place. Forcément, on a fait ça nous seuls dans notre coin. Vous avez fait un sondage pour prendre le pouls un peu de... Je l'ai fait au bout de 6 mois, le sondage. Mais on s'était dit, on verra ce qu'on change. Et puis au bout de 3 mois, on s'est dit, waouh, on change rien, ça marche. Et c'était une surprise, hein. C'était vraiment, ça marche. Mais là, tu dis que ça marche, c'est ta perception ou c'est... Non, c'était la perception générale. Alors après, j'ai commencé sur la surprise du truc. C'est là que vous m'avez vu apparaître sur les réseaux où j'ai commencé à dire, j'ai fait un truc, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je vais pas vous en parler parce que j'ai prévu de dépenser de l'argent, mais non, c'est mieux qu'avant. Les gens, ils travaillent mieux, ils sont contents, ils ont le sourire, et ils travaillent plus en 4 jours. Non, on ne croyait pas. Non, personne ne croyait. Et j'ai écrit ça pendant 3 mois, puis à un moment, je me suis dit, attends, tu dis ça à tout le monde tous les jours, mais tu n'as même pas demandé aux équipes. C'est un ressenti, mais tu l'as pas vérifié. Donc, effectivement, j'ai fait un sondage en interne pour dire, qui est pour. Il y avait 3 grandes thématiques, en gros, à qui ça a changé la vie, qui est très content des 4 jours et qui voudrait revenir en arrière. Ça a changé la vie, c'était 40% des salariés qui disent, waouh, je n'imagine même pas, jamais, en gros, pour rien au monde, je reviendrai à autre chose. Ouais. Toutes fonctions confondues. Même les salariés sceptiques du début ont été surpris. D'accord. Même ceux qui sont venus me voir au départ pour me dire ça marchera pas, à la fin disaient non, franchement, c'est génial et je reviendrai pas en arrière. Ensuite, tu avais à peu près 58% qui disent, il y a 2 catégories. Il y a 50% qui disent c'est génial, c'est top, le rythme des 4 jours me va bien. Après, tu avais 7-8% qui disent c'est génial, mais bon, si je devais retravailler 5 jours, ça me dérange pas, mais j'en profite. Hein. Voilà. On revient pas en arrière. Voilà, mais si jamais ça devait changer. Mais ça me traumatiserait pas de travailler 5 jours. Dedans, tu as d'ailleurs ceux qui travaillent toujours un peu 5 jours, qui étaient ceux qui travaillaient 6 jours avant, mais qui font leur rythme et qui ont quand même gagné un truc là-dedans, c'est qu'en fait, ils ont quand même leur jour off qui est officiel et que quand ils ont besoin d'un rendez-vous, quand ils ont besoin de prendre un break un jour, même si ils sont plus souvent là que pas là, mais le jour où ils en ont besoin, ils prennent le jour et c'est un peu leur soupape de sécurité quand à des moments ils ont envie de dire ok, ce jour-là je bosse pas. Et puis tu avais 1% qui a dit non, faut revenir en arrière. Alors j'ai cherché à creuser pour trouver ce pourcent parce que le sondage était anonyme. Ouais. Et j'ai eu 2 remarques principales, parce qu'on concernait 3 salariés, en tout cas dans ceux qui avaient voté. La première, c'est les RTT. Et là, j'ai découvert effectivement que pour certains, ça pouvait être gênant parce qu'avant, en gros, ils avaient 5 semaines de congé, plus les RTT, et ça leur permettait de se caler sur les vacances des enfants. Et là, je leur autorisais plus. Il manquait des jours. Et donc, du coup, pour eux, c'était gênant dans l'organisation. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, il y a un salarié un jour qui m'a dit, en fait, le problème avec la semaine de 4 jours, c'est que ma femme n'est pas aux 4 jours. Et maintenant, c'est toujours moi qui fais le ménage. C'est moi qui fais les corvées, c'est ça. Parce que justement, elle me dit tel temps. Voilà. Tu bosses pas, donc tu peux le faire. Donc ça m'avait amusé. Mais voilà, globalement, il faut savoir que ce pourcent qui, 6 mois après le début de l'expérience, m'a dit, en gros, il faut revenir en arrière, est toujours dans la boîte aujourd'hui. Il n'est pas
partis ailleurs, sous prétexte que ça n'allait pas les 4 jours. Autant, quand on a changé la position des managers, quand on a intégré les primes, on a eu quelques départs parce que ça plaisait pas à certains. Autant là, même si globalement, il y a des trucs, personne part. Parce que ça a changé bien plus que ça dans la boîte. Ça a changé l'ambiance. Alors, on était déjà une boîte où ça se passait bien, mais ça a vraiment créé un truc de plus. Après, on m'a demandé, et alors l'efficacité, combien ça a coûté ? Déjà, j'ai pas recruté. Donc, ça a pas coûté les 5% que j'avais prévus. Mais ça va plus loin que ça. Parce qu'en réalité, quand j'ai mis la mesure en place, on venait de faire une année, on avait fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1000 collaborateurs. Puis, il y a eu le Covid, le chiffre d'affaires a monté, et on a fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le Covid, avec 1000 collaborateurs. Donc, on a fait 40% de croissance sans recruter personne. C'est impossible. Enfin, sauf si on passe aux 4 jours. Tiens donc. Et du coup, en réalité, ça m'a fait gagner de l'argent. Puisque j'aurais dû, dans une boîte normale, embaucher au moins 15 à 20% de collaborateurs pour compenser la croissance. Et donc, du coup, j'ai gagné 15 à 20% de masse salariale. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. Aujourd'hui, même, pour être totalement transparent, on travaille un peu au ralenti. Parce qu'en fait, on est toujours 1000. La période Covid est passée, le chiffre d'affaires est redescendu. On a fait 570 millions l'année dernière. Et en fait, on n'a plus assez de travail pour 1000. Alors, pour essayer de compenser, on a lancé pas mal de projets pour essayer de travailler sur des choses nouvelles, pour trouver des choses à faire. Mais on se rend compte qu'on est toujours plus productif qu'avant. Qu'il y a vraiment ça qui est apparu, qui est différent. Et donc, me rendant compte de ça, que oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est vrai, on travaille mieux, plus en 4 jours, 32 heures qu'en 5 jours, 35 heures, ou en 4 jours forfait jour qu'en 5 jours forfait jour. Je me suis dit, mais tu peux pas garder ça pour toi. Il faut que tu l'expliques à l'extérieur. C'est tellement contre-intuitif qu'il faut que tu arrives à faire comprendre aux gens que oui, je sais que ça vous surprend, je sais que ça, régulièrement, et encore à chaque fois que je passe sur LinkedIn, il y en a un qui va écrire ça, qui va dire oui, et puis demain 3 jours, après-demain 2 jours, et puis dans 3 ans 0 jours. Je comprends la réaction. On a vécu les 35 heures en France qui ont été mal vécues par beaucoup de monde en disant ça a comprimé mes heures de travail, ou il y a eu plein de choses où on a réduit le temps de travail, où on détruit la valeur travail. Mais en fait, on ne se rend pas compte que le monde a changé. Qu'en réalité, parce que du fait que ça marche aussi bien, je me suis dit, mais pourquoi ça marche ? Et puis quand on regarde, il y a un siècle à peine, on travaillait 6 jours et demi par semaine. Et aujourd'hui, je vous dis, il faut travailler 4 jours par semaine. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Déjà, ce qui a changé, c'est qu'il y a un siècle, quand on travaillait sur un projet par an, dans une boîte, c'était énorme. Parce qu'il n'y avait pas cette concurrence, il n'y avait pas cette évolution rapide que permettent les ordinateurs, etc. On n'avait pas de téléphone portable qui ont resté connectés toute la journée. On vivait le soir. En fait, quand on quittait le boulot, on quittait le boulot. Et puis, on faisait pas 1 heure de route. On faisait 5 minutes à pied pour rentrer chez soi. Souvent, on rentrait à midi d'ailleurs. Et donc, on avait une autre vie à côté du travail. Tout ça, ça a disparu. Et on parle beaucoup du temps pro qui déborde sur le temps perso, mais on ne parle pas du tout du temps perso qui déborde sur le temps perso. Parce que les WhatsApp, les Snapchat, tous ces trucs, ces amis, ils sont connectés avec nous tout le temps. On les a plus au téléphone, mais on les a 24 sur 24. Et on n'a plus de temps à soi. Et en fait, cette journée, elle rééquilibre tout ça. Elle redonne du temps dont on peut profiter. Dans les remarques d'ailleurs que j'avais eues quand je l'ai mis en place, je croise une des femmes qui travaille chez nous dans le couloir et puis je lui dis « tu vas enfin trouver le temps de garder tes enfants le mercredi ». Elle m'a regardé, elle me dit « Mais Laurent, t'es complètement fou. Je vais prendre le lundi. J'aurai pas mes enfants, pas mon mari, ça sera génial. » Oui, c'est vraiment du temps pour soi. Si on retrouve ce truc dont on se rend pas compte mais qu'on a tous perdu. On n'a plus le temps de prendre le temps. Et ce jour off dans la semaine, il réinstalle ça. Et on se retrouve plus dans un week-end où on n'a rien le temps de faire et on recommence le lundi et on repart dans une semaine et on attend tous. Et dans toutes les boîtes aux 5 jours, tout le monde attend la même chose, les vacances pour se reposer. Et puis une semaine après les vacances, on attend les vacances suivantes. Et ça le casse. Parce qu'en fait, on a ce jour dans la semaine où on a le temps de faire un certain nombre de choses du week-end, de prendre du temps pour soi. Et du coup, quand on arrive au week-end, on fait un vrai week-end. Et le lundi, on commence une semaine, mais elle dure 4 jours. Donc déjà, mentalement, c'est aussi différent. Et on re-rentre dans un rythme où finalement, les vacances, c'est toutes les semaines. C'est le week-end. Et donc, on n'a plus nécessairement besoin des vacances pour faire le gros break. Et comme ça change la vie perso, on arrive au boulot, on n'a plus de problèmes perso, quasiment plus. Enfin, il peut y en avoir divers et variés. Mais il n'y a plus la pression du perso qu'on n'arrive pas à gérer, en tout cas. Quand on est au boulot, on ne pense plus à ce qu'on n'a pas géré. On ne pense plus à tout ce que je dois faire, ce que j'ai pas eu le temps de faire. Ma liste. Et au final, on est vachement plus dans le travail. Et on travaille mieux. Et c'est là qu'on fait plus de travail à la fin. Le gars qui est en logistique, c'est un peu différent. C'est lui, il a un boulot tous les jours, il vient pendant 5 jours, il est KO, il rentre le samedi, il se repose tant qu'il peut, il fait les courses, machin. Et le dimanche, il se dit, merde, demain je travaille. Il est dans un rythme infernal qui ne s'arrête jamais jusqu'aux vacances. Quand on lui met un jour dans la semaine, il va prendre un jour pour lui, il va avoir le temps de faire des trucs. Le week-end, il va avoir un vrai week-end de 2 jours parce qu'il a eu le temps de gérer tous ces trucs. Et il a que 4 jours de travail. Et c'est là que
j'ai eu une énorme surprise. C'est qu'est-ce qui se passe le lundi quand il arrive? Il marche un peu plus vite. Il a le sourire avec ses collègues. C'est plus plaisant de faire son travail. Comme c'est plus plaisant, il fait les gestes sans le vouloir un peu plus vite. Et à la fin, il produit plus. J'ai un menuisier avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui a passé sa menuiserie aux 4 jours. Il m'a dit, c'est dingue. Les gars font plus rapidement les meubles et tout ce qui va avec. Et j'ai 2 fois moins d'accidents de travail. Parce qu'en fait, ils ont retrouvé une énergie, ils ont retrouvé le moral, ils sont plus fatigués tout le temps. Nous, un des chiffres qui m'a surpris, qui n'a rien à voir, qu'on peut prendre sur les personnes parce qu'on pourrait dire c'est le télétravail, il y a moins de trajets, etc. Non, sur les personnes qui bossent, il y a 2 fois moins d'accidents de trajet. Donc les gens sont plus éveillés, ils sont plus dedans. Parce qu'en fait, ils se sentent mieux. Il y a un équilibre vraiment qui se recrée. Et c'est toute cette alchimie qui fait qu'à la fin, on a une vie perso qui va mieux, qui amène une vie pro qui va mieux. Et puis comme la vie pro va mieux et qu'on a le temps de tout faire, on ramène pas le travail dans la vie perso. Donc la vie perso va encore mieux. Et on est dans ce cercle vertueux qui fait qu'à la fin, on a équilibré les 2 vies. Et qui fait que souvent, si tu suis sur LinkedIn ou autre, maintenant, moi, je parle de QVTC et pas de QVCT, qualité de vie tout court. Parce que là où au départ, j'étais dans une démarche de comment je peux améliorer la qualité de vie au travail, je me suis rendu compte que j'ai simplement amélioré la qualité de vie des gens dans leur vie. Et que c'est cet équilibre qui fait qu'à la fin, il y a beaucoup plus d'efficience et dans la vie perso et dans la vie pro. Et que la semaine de 4 jours, finalement, crée ça. Oui, d'ailleurs, je me souviens que tu en avais parlé dans le documentaire de Samuel Durand. Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est une de tes missions? C'est quoi tes drivers, Laurent? En fait, j'avais plein de projets dans ma tête de me dire qu'est-ce que je pourrais avoir comme driver. Et puis la semaine de 4 jours m'est arrivée en pleine tête. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu comment les équipes se sentaient bien, je me suis dit, OK, il y a le fait de parler de la semaine de 4 jours, d'expliquer que ça marche. Mais en vrai, j'ai vraiment changé la vie de plein de gens qui se sentent super bien. En plus, ça n'a pas du tout gêné l'entreprise. Au contraire, ça a amené à être plus performant. Est-ce que ce sera aussi performant dans toutes les boîtes de la même façon que la nôtre, avec tout ce qu'on a mis en place avant? Je ne peux pas garantir qu'il y ait le même rapport où aujourd'hui, je peux dire, on a fait 40% de chiffre sans recruter. En plus, on n'a pas fait le chiffre parce qu'on est passé aux 4 jours, mais parce qu'il y avait le Covid, mais on n'a pas eu besoin de recruter pour le faire. Est-ce que ça sera respecté dans toutes les boîtes? Est-ce qu'elles ont tous les tenants du départ pour y arriver? J'en suis pas sûr. Mais je suis à peu près sûr que par contre, elles changeront toute la vie de leurs salariés et qu'il y aura toujours le retour à minimum équivalent, égal. On travaille autant qu'avant, sans se forcer, en moins d'heures, en moins de temps, et en se sentant beaucoup mieux à la fin, c'est-à-dire sans stress, en guérissant tous ces mâles du siècle. Et en fait, ça apporte tellement ça que je me suis dit à un moment, mais finalement, si 20, 30, 40% des salariés demain étaient aux 4 jours, s'ils avaient l'énergie qu'ont mes équipes aujourd'hui, ce changement de paradigme où ils sont contents, heureux, fiers, je pense que c'est pas la société, les sociétés qu'on changerait, mais la société. Au sens beaucoup plus large. Au sens beaucoup plus large. Et que la France changerait. Qu'elle retrouverait une autre énergie que celle actuelle, où il y a cette morosité, ce stress ambiant, cette envie de ne plus bouger. Il y a un truc qui va pas. On le sait tous, on est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut changer? Personne n'a vraiment la clé, mais il manque en tout cas une énergie de base. Et moi, je sais que cette semaine de 4 jours, les gens qui en profitent, ils retrouvent cette énergie de base. Et qu'en redonner aussi un peu de valeur à la valeur travail, justement. Revaloriser. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que justement, on m'attaque très souvent sur le fait de dire, vous êtes passé aux 4 jours, pure destruction de la valeur travail. Je dis, non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que chez moi, les gens ont justement repris le goût du travail. Parce qu'ils ont rééquilibré tout ça, et que énergie, plus quand ils sont là, ils s'éclatent au travail à nouveau. Il n'y a plus le stress, il n'y a plus rien. Alors ok, si vous jugez que la valeur travail, c'est un nombre d'heures, on va pas se mettre d'accord. Parce que non, moi je juge que c'est l'implication qu'ils ont au moment des heures. C'est ça, l'engagement. Et là, très clairement, ils ont eu un vrai goût du travail qu'ils avaient pu perdre avant et qu'ils ont retrouvé grâce à ça. Et donc non, je n'estime pas du tout avoir détruit la valeur travail. Au contraire, j'estime l'avoir remise en place. Donc le bien-être pour toi, c'est important? C'est capital. Il y a 2 notions qui sont capitales pour moi. La confiance. Parce que tout ce que j'ai mis en place et qui fait que c'est aussi efficace, c'est une notion de confiance. Il y a une confiance entre les équipes. Parce que ça aussi, c'est un débat que j'avais eu en interne en disant la confiance, c'est vertical, c'est horizontal, c'est dans tous les sens. Vous devez vous faire confiance entre vous pour que ça fonctionne. Et ça, c'est capital. Et puis, une fois qu'on a la confiance, on peut tout faire. Toi, tu fais confiance facilement à tes collaborateurs? Il y a une phrase que je dis toujours aux gens qui travaillent en direct avec moi. C'est, on définit la tâche, on définit ce qu'on a à faire ensemble. Et je leur dis, voilà, dorénavant, je te donne les clés du camion. Et moi, je te vois, mieux je me porte. En gros, j'ai confiance totalement en toi. Par contre, s'il y a le moindre pépin, s'il y a le moindre souci ou s'il y a un truc qui est génial qui est arrivé, tu viens me voir, on en parle, on raconte tout ça ensemble et puis on se voit de temps en temps. Mais typiquement, j'ai pas de réunion tous les lundis avec mes collaborateurs ou tous les mois ou tous les trimestres. Ça va se faire en fonction des choses. S'il faut se voir 3 fois de suite pendant 3 jours, on se verra 3 fois de suite pendant 3 jours. Si pendant 6 mois, on n'a pas besoin de se voir, c'est pas grave, on se voit pas pendant 6 mois. Et je sais que ça tourne et ça me va. Et donc, du coup, toi, comment tu prends soin de toi?
Moi, je suis aux 3 jours. Sachant que peut-être 3 jours sur LDLC, mais t'as peut-être alors 3 d'autres jours trucs à plus côté. chargés. Je suis pas à 3 jours 8 heures, je suis à 3 jours plus chargés. Alors pourquoi je dis que je suis aux 3 jours? Parce que c'est 3 grosses journées pour le coup. Parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut de son jour off. Et en fait, si moi je prends le temps que je passe à parler de la semaine de 4 jours, ça me prend 2 jours par semaine. C'est ça, mes 2 jours à côté. Puis le week-end que je prends aujourd'hui véritablement, c'est-à-dire que je ne travaille pas du tout le week-end. Tu déconnectes. Je déconnecte complètement. Et ce qui fait que, c'est ça mon rythme aujourd'hui. Ça me permet de beaucoup plus profiter de temps que j'ai avec ma famille, avec les miens, etc. Et ça s'est construit aussi à travers le fait d'être passé aux 4 jours parce que ça, quand on travaille que 4 jours, il y a moins de sollicitations de travail qui reviennent régulièrement et ça organise aussi. C'est là que ça enlève la pression d'un peu tout le monde. T'arrives à couper? Complètement. Mais ça, c'est toujours été. Ça peut être surprenant, mais quand je pars en vacances 15 jours, je ne regarde pas mes mails, je ne regarde rien. On te contacte pas? Si tu m'écris, tu vas recevoir un mail qui dit que je ne lirai pas ton mail et qu'il faudra me réécrire quand je serai revenu de vacances tel jour. D'accord. Et tu consultes pas? Est-ce que tu enlèves les notifs? Je consulte. Tu es discipliné là-dessus? Non, mais en fait, quand je suis en vacances, je suis en vacances. C'est pareil, j'ai un téléphone portable aujourd'hui parce que tu as ton billet de train dedans, tu as la moindre CB, tu es obligé de valider, tu n'as plus le choix. Ouais. Mais jusque-là, j'en avais pas. Et je vivais sans. Et quand je partais en vacances, je partais sans téléphone. Comme sur les réseaux sociaux? Sur LinkedIn? Je suis sur LinkedIn, c'est là que j'interviens le plus sur le sujet. Ouais. Mais tu me trouveras pas sur Instagram, tu me trouveras pas sur les autres réseaux. Ouais, mais LinkedIn, c'est vraiment pour le sujet. Et voilà, là, c'est juste pour le sujet parce que y a ça. Mais oui, c'est pareil, voilà. Je suis pas un homme de réseau en général. D'accord. Je connais pas grand monde. On me connaît pas mal. Oui. Depuis que je parle des 4 jours. Mais moi, inversement, je connais presque personne. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Merci. D'avoir parlé de tout ça. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.